Bonjour, je suis Annie Daburon, je suis consultante en orientation scolaire et en reconversion professionnelle et voici mon index ABC. Dans ma pratique, j'accompagne des jeunes de 15 à 25 ans qui ont des questions, des interrogations, des choix à faire pour leur orientation, mais tout autant pour les adultes qui veulent bouger, évoluer, changer, améliorer leur vie professionnelle. Tout le monde peut faire appel à moi parce qu'en fait, il s'agit tout simplement de trouver son chemin, trouver le meilleur pour soi, quelle que soit la situation antérieure, il y a toujours des solutions. Les 3 mots qui me caractérisent le mieux, ça serait bien sûr écoute, écoute bienveillante, le positif, le côté positif, il y a toujours une solution et puis le concret. Le but du jeu, c'est que tous ces bilans débouchent sur des choses très concrètes. Bienvenue pour ce nouvel index ABC et cette nouvelle présentation avec quelqu'un que j'apprécie de recevoir sur les canapés qui s'appelle Annie Daburon. Bonjour Annie. Bonjour Marc. Merci infiniment de faire le déplacement. Merci de me recevoir. Et merci de vous confier aussi. Parler de soi, c'est pas toujours simple. Non, mais c'est surtout la transmission qui m'intéresse. La transmission qui vous intéresse, bien entendu. On va parler de vous et de votre expertise. Vous êtes coach. Alors, vous n'aimez pas trop ce mot de coach? Non, j'aime pas trop parce que le coach, c'est celui qui sait. Voilà, un coach sportif, en général, il va donner des indications très précises sur le bon entraînement, les gestes à faire. Moi, je transmets un savoir, je transmets des informations, je fais passer des tests aux jeunes ou aux adultes, puisque j'accompagne les deux populations. Et je ne sais pas, c'est la personne qui est en face de moi qui va le savoir, qui va le découvrir. Donc, consultante. Consultante, voilà, c'est bien. Consultante scolaire et consultante en reconversion professionnelle. Le mot scolaire, déjà celui-là, il fait peur. Il fait peur à tout le monde. Ah, on est d'accord. Je suis d'accord. C'est la première réaction qu'on peut avoir. On se dit, voilà, la consultante scolaire. On va parler de votre parcours, évidemment, parce que vous avez un parcours atypique. Oui. Et en termes de scolarité, autant vous dire que vous avez tout fait. J'ai un peu testé. Vous avez essayé pas mal de choses. Vous avez fait plus un démarrage d'un cursus plutôt scientifique au départ? Oui, bac scientifique, BTS de chimie, qui ne m'a pas parlé. Et lorsque j'aime ou je n'aime pas, c'est blanc ou noir. Et donc, le BTS, je l'ai fini avec la plus mauvaise moyenne de France. Ce qui est toujours intéressant à raconter aux jeunes que j'accompagne, parce qu'ils me croient parfaite, ayant réussi évidemment toutes les études, ce qui est juste faux, hein, bien sûr, je suis comme tout le monde. Et après, je me suis pris de passion pour le droit. Et le droit, j'ai rêvé d'être magistrat, sauf qu'en fait, non, finalement, ça, c'est pas fait. Et j'ai fini par le journalisme. Et à l'arrivée, j'ai travaillé dans le marketing pendant 25 ans. Aucun rapport. Rien à voir, mais alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous avez donc ce cursus universitaire, enfin scolaire, qui est complètement à l'opposé de tout, entre les matières, et vous allez conseiller quand même des enfants, des adolescents qui se cherchent, comme on dit. Exactement, parce qu'en fait, si mon histoire peut servir à quelque chose, c'est de comprendre que rien n'est jamais fermé, qu'on peut réouvrir toujours, à tout moment. On peut d'ailleurs même reprendre des études plus tard et l'apprendre en cours du soir. Et c'est pas parce qu'on est parti sur des choses très très pointues qu'à un moment, on ne peut pas réélargir sur autre chose. J'ai l'impression que ce discours-là passe mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans en arrière, quand on était au bahut, comme on dit. On parlait plus de carrière, on devait choisir une carrière et puis on devait s'y tenir. Absolument, mais je retrouve ces personnes-là aujourd'hui, dans mes adultes qui cherchent à évoluer professionnellement, et ils ne sont pas toujours heureux, parce qu'ils sont trop restés sur les rails. On est très loin du marketing, on est très loin de la chimie, on est très loin du journalisme, aussi. On est très loin de la photo. Aussi. Qu'est-ce qui vous amène à ça ? En fait, c'est toute une succession de réflexions. J'ai beaucoup travaillé lorsque je travaillais dans le marketing et je me suis rendu compte que je passais à côté de quelque chose. Un jour, mon petit garçon m'avait dit, il s'appelle Thibaut, il m'avait dit à 7 ans, est-ce que tu seras là aux prochaines vacances? Et je lui avais dit, non, je travaille beaucoup, c'est pas possible. Et il m'avait juste dit, tu sais maman, tous les copains de ma classe, ils ont tous une maman qui est là pendant les vacances.
Et ça ne m'a pas fait du bien du tout. Ça m'a fait beaucoup de peine. Et là, j'avais 42, 43 ans. Je me suis dit, je suis en train de passer à côté de quelque chose d'important. Et très graduellement, en fait, j'ai évolué parce que les adultes que j'accompagne, c'est pareil. Hein, c'est pas en one shot qu'on change de vie. C'est une démarche en profondeur. Parfois, on change d'entreprise ou on change de fonction. Et en fait, moi, tout simplement, j'ai eu la possibilité de faire un bilan avec des tests. C'était une structure anglo-saxonne. Et les tests ont montré un truc que je n'imaginais pas, c'est que j'avais un profil d'entrepreneuriat extrêmement fort. Et donc, c'était le salariat qui ne me convenait pas. Et du coup, j'ai dit, OK, j'y vais. Et à 50 ans et 8 jours, j'ai demandé mon licenciement et je suis partie dans le monde de l'entrepreneuriat. Voilà, exactement. Alors, mais de l'entrepreneuriat à l'expertise que vous avez aujourd'hui, il y a aussi, j'imagine, un cheminement. Mais je voudrais qu'on revienne à la réflexion de votre petit garçon qui vous dit, mais maman, est-ce que tu seras là pour les vacances? Et vous ne pouvez pas acquiescer parce que vous avez vos obligations professionnelles. Entre le moment où vous vivez cet instant-là et le moment où vous vous dites, ça ne peut plus durer, qu'est-ce qui se passe dans votre cheminement? En fait, on se dit, ouais, mais je faisais quand même au mieux, il a une belle nounou à la maison. On met en place des systèmes de contournement de la vraie question. En fait, souvent, on agit dans le matériel, la bonne nounou, on va lui payer des sports d'hiver avec des amis, etc. Et c'est pas ça, c'est à un moment, il faut se recentrer sur nous-mêmes, se rendre compte que l'âge de nos enfants, ça file très très vite et que dans 10 ans après, je le verrai plus, donc il aura fait sa vie. Et avoir une vraie osmose entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, c'est essentiel. Oui, c'est essentiel. Et pas que pour les mamans, bien évidemment. Et beaucoup passent à côté. Oui, parce qu'on est dans une démarche de résultat, de productivité. À 40 ans, on a la maison à payer, on avance, on cherche les promotions, les augmentations de salaire. On est vraiment dans une dynamique extrêmement forte. Et on se rend compte là actuellement que de plus en plus jeunes, les jeunes adultes n'en veulent plus et recherchent du sens dans leur vie. Alors certains, dans des sondages que l'on voit un petit peu partout, disent que contredisent presque ce que vous dites, dans le sens où on a presque l'impression qu'aujourd'hui, ça n'est plus le professionnel qui prend le dessus. C'est très mitigé. En fait, je rencontre des personnes viennent me voir de tout profil. Ce sont souvent des gens très investis humainement, intellectuellement dans leur métier, où ils ont pu être déçus par l'encadrement, par l'entreprise, par le secteur, etc. Ou alors des éléments extérieurs, comme moi avec mon petit garçon, une remarque, un truc qui nous fait de la peine, et on se met en route. On commence à se dire, là, il y a des trucs qui ne collent pas. Et quand on a cette prise de conscience-là, pourquoi faire appel à une consultante? Pourquoi ne pas faire la démarche de son côté? Pardon, hein, je pousse un peu le bouchon pour avoir des éléments de réponse, mais on pourrait très bien se dire, prendre conscience de ça et se dire, je vais chercher, m'orienter et travailler différemment. Pourquoi passer par votre intermédiaire? Pour 2 raisons. Parce qu'en fait, on se rend compte que la plupart des gens s'auto-enferment dans leur profession ou leur activité et n'imaginent pas à quel point ils pourraient être percutants et pertinents ailleurs. Ils se disent, voilà, j'ai accompagné par exemple des avocats, ils me disaient, moi je sais plaider, je sais monter un dossier, je sais rien faire d'autre. Il n'y a pas longtemps, j'ai fini l'accompagnement d'une danseuse étoile. Elle me dit, moi, par faire les pointes et jeter joliment les jambes en l'air, je ne sais rien faire. Et en fait, c'est ça aussi la démarche, c'est expliquer qu'on a tous des compétences transversales, énormément de choses qui servent ailleurs. Et le deuxième point qui fait qu'on n'avance pas toujours tout seul, c'est que on a peur de l'inconnu. Hein, on est quelque part dans notre zone de confort quand on est dans notre métier. Et faire le pas en plus ou le pas de côté, ça fait peur. Est-ce que vous préconisez de faire directement un pas de côté ou éventuellement un pas parallèle pendant que les choses se mettent en place? Et une fois qu'on est sûr que le pas de côté est concret et sans danger, on peut y aller? Très variable. Selon les personnes, on est obligé de bouger tout de suite. La danseuse étoile, elle était blessée de partout. Il fallait qu'elle bouge très rapidement. Donc, elle n'avait pas le choix. D'autres personnes, c'est je prends le temps de faire une formation. J'ai besoin de me sentir légitime dans mon nouveau boulot. Ça peut être une autre fonction dans la même entreprise, mais voilà, j'ai intellectuellement besoin de me sentir légitime. Et puis d'autres, c'est non, j'ai trop la trouille, ça va mûrir, je vais réfléchir. Et parfois, ils me recontactent 2, 3, 5 ans après en disant tiens, finalement, ça y est, j'avance. Depuis combien de temps vous mettez ça en place alors?
Depuis 13 ans. Depuis 13 ans, ouais. Et j'ai beaucoup de retours, et c'est ça qui est très, très intéressant. Souvent, l'un nourrit l'autre. Lorsque j'accompagne des jeunes en orientation scolaire, lors du rendez-vous final avec les parents, il y en a qui me disent « mais j'aurais adoré faire des tests comme ça », parce que c'est les tests qui font avancer vraiment. On va en parler. Ouais. Et inversement, quand j'ai accompagné des adultes, ils me disent « oh, là, mon enfant, il me dit « pourquoi toi tu fais ça et pas moi ?» Donc tout ça, j'ai beaucoup de retours, c'est extrêmement enrichissant. 13 ans, ça vous permet d'avoir aussi pas mal de recul. Ouais. Et sans doute peut-être une vraie vision sur justement ces parents, ces adultes qui décident effectivement de changer de vie. Il y en a plus aujourd'hui qu'il y a 13 ans? Il y a plus de gens qui osent le dire et qui commencent à chercher, ouais. Il y a eu l'effet bien connu du Covid, ça c'est clair. Néanmoins, cette recherche de sens, tout le monde en parle. Juste faire une belle ligne du bas pour un contrôleur de gestion ou autre. Les gens recherchent le concret, mais tout le monde n'est pas apte à devenir potier ou je sais pas quoi. Et ça, c'est compliqué parce qu'il y a certains métiers qui supposent d'être à son compte. Tout le monde n'a pas envie d'être à son compte. Et donc, tout ça, je leur fais prendre conscience avec les tests de qu'est-ce qui est le plus confortable pour vous et où allez-vous performer, parce que le but du jeu, c'est que l'étape d'après soit encore plus agréable que la précédente. Sur ces adolescents, c'est 15-25 ans. Ouais. Bon, les jeunes adultes, donc. Ouais. Sur ces 15-25 ans, il y a des conseillers d'orientation dans les établissements. Quelle différence avec vous? Alors, les conseillers d'orientation dans les lycées sont des psychologues à la base. Ils sont nécessairement des psychologues. Je pars du principe que quand on cherche en orientation, on n'est pas malade. Ce n'est pas un psychologue dont on a besoin, nous. Ça, c'est dit. Voilà, c'est dit, excusez-nous. Et surtout, ce sont des gens qui ont eu en général un parcours tout à fait brillant universitaire, mais qui n'ont pas forcément travaillé une journée en entreprise. Et je pars un tout petit peu du principe qu'on conseille mieux des choses quand on les connaît, quand on les a vécues. Et avoir travaillé en entreprise vous donne un regard différent sur l'accompagnement. Ça, c'est un argument qui fait mouche. Ouais. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de dévaloriser évidemment le travail des psychologues et des conseillers d'orientation. On en a besoin, évidemment. Mais c'est vrai qu'ils sont insuffisants en nombre. De toute façon, si tous les terminales allaient voir les conseillers, je pense que certains passeraient en deuxième année de post-bac. Votre méthode, donc ce fameux questionnaire, d'abord, est-ce qu'il est différent quand vous vous adressez à des jeunes adultes que des adultes? Oui. Ah oui, tout à fait différent. Lorsqu'on est un adolescent, là on est sur du concret, il faut que je trouve mes études supérieures ou un peu en amont le type de bac qui me correspond le plus. Or, en France, nous avons malheureusement des professeurs, très bien aussi, mais qui n'ont pas non plus travaillé une journée en entreprise. Et donc, lorsqu'ils essayent d'accompagner les jeunes, ils les connaissent bien sous l'angle de leur matière, mais pas du tout de leur envie, de ce qui les fait vibrer dans la vie. Or, pour moi, l'orientation scolaire, c'est un peu comme les vacances d'été. On choisit la destination, la montagne ou New York, et après on se dit, j'y vais comment? Je prends quel mode de transport? Eh bien, l'orientation, c'est ça. Au début des rendez-vous, on débroussaille un peu tout l'aspect professionnel, secteur d'activité, famille de métier, et une fois qu'on a vu vers où on avance, là, on parle des études. Est-ce que le jeune a envie de faire des études courtes, longues, concrètes, théoriques? Et on s'adapte à, bien sûr, son dossier. Mais je remarque, et ce qui est intéressant pour vous, c'est que lorsque vous parlez à ces 15-25 ans, vous parlez de leurs études. Vous ne parlez pas de la profession à venir? On est, en fait, je suis sur une position où rien n'est figé. D'abord, il se crée des nouveaux métiers tout le temps, voilà. Et puis, on raisonne par rapport à des domaines. Exemple, si on sent un intérêt fort pour le marketing en général, il y a 15 métiers différents dans le marketing. Pas la peine de trier aussi finement à 17 ans. Voilà. Ce questionnaire, donc, chez les ados, il se présente de quelle manière? Alors, on enchaîne toute une série de rendez-vous. On travaille une espèce de grand entonnoir. Alors, parfois, ils ont des idées, pas toujours les bonnes, mais en tout cas, on étudie leurs idées. Il faut les convaincre que l'idée n'est pas bonne? Ils le voient tout seuls dans les tests, parce qu'en fait, les tests sont reliés à des bases de données métiers et à des études. Et donc, c'est pas moi qui lui dis qu'il n'est pas fait pour être médecin ou Dieu sait quoi. C'est simplement, quand le métier ne remonte dans aucun des tests, là, on se dit, on va peut-être réfléchir sur autre chose. Il doit y avoir des déceptions? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, rien n'est pire que de se faire une mauvaise idée du métier ou des études. J'accompagne, par exemple, on parlait de médecine, très souvent des jeunes qui abandonnent la médecine en 3e ou 4e année. Ils ont passé le plus dur, il y avait le concours, mais lorsqu'ils commencent à devoir faire un bouche-à-bouche, un SDF alcoolisé, ils se disent
ah non, là, je ne vais pas y arriver. Ils y sont allés pour l'attirance intellectuelle, pour plein de choses, pas forcément pour être dans le dur, avec des choses très, très violentes. Donc ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Exactement. Et alors à ce moment-là, eh ben, ils viennent me voir et on rebâtit un autre projet. Ouais. Et une jeune fille qui était comme ça, eh ben, elle est partie vers une école brillante de communication après, parce qu'elle, elle voulait échanger, communiquer. Elle croyait pouvoir le faire dans le cadre de la médecine, expliquer des choses, sauf que tout le parcours des études ne lui convenait pas. Donc si les études ne conviennent pas, le métier ne conviendra pas non plus. Et ça, on peut comprendre. Alors je disais déception, non, mais fantasme. On peut aussi se dire, oh là là, quand on a 15 ans, on rêve probablement à des métiers qui ne sont, pour le coup, pas faits pour nous. Ouais. Ou alors on rêve sur la qualité de la vie. J'ai accompagné récemment une jeune fille très tournée vers l'international qui rêvait d'être avocate. Oui, mais le droit, c'est quelque chose d'assez national. Dans chaque pays, il y a un droit différent. Donc si on rêve de voyager, d'avoir une carrière à l'international, est-ce que le droit est la première porte d'entrée ou est-ce qu'il faut imaginer autre chose? Et ça, c'est le test qui va le déterminer. Combien de temps, sous quelle forme se présente-t-il? Donc, on a en tout 5 rendez-vous pour l'accompagnement des jeunes en orientation scolaire. Les 4 premiers sont avec les jeunes, où ils font de très nombreux tests. Les rendez-vous durent 1 heure, 1 heure et demie. Il y a des gros comptes rendus, il y a du travail à faire entre chaque rendez-vous. Donc, il faut que le jeune soit bien sûr moteur. Et le 5e rendez-vous est avec les parents en plus, parce que parfois, il y a des décisions strictement financières. Hein. Est-ce qu'on a envie qu'il aille à Marseille ou à Lyon et payer telle ou telle école? Alors, ça, c'est lorsque vous le faites en cabinet, en accompagnement, mais vous pourriez directement aller au cœur même, à la source, comme on dit, c'est-à-dire dans les établissements? Non, parce qu'ils sont contre nous. Hein. Les établissements, eux, ils disent, nous, on a nos conseillers en interne. Et pourtant, vous avez des résultats, donc c'est ça qui est un peu paradoxal dans l'absolu. Non, malheureusement, je pense qu'il faudrait vraiment développer tout ce côté professionnel au niveau du lycée. Il y aurait un truc tout simple à faire, c'est mettre des stages en seconde, en première et en terminale. Actuellement, c'est que en 3e, ça ne sert à rien, c'est une potiche dans un coin en général. Ça dure 1 semaine, même pas 10 jours. Voilà. Enfin, Et il y aurait un truc tout simple à mettre en place. Vous le savez, puisque vous avez des enfants, quand nos enfants remplissent leur fiche d'identité, on met toujours la profession des parents. Eh ben, on pourrait faire une mini base de données, un tableau Excel, ça suffirait largement, pour que chaque parent s'engage à recevoir au moins une fois un jeune du lycée pour faire découvrir son métier. Et là, il n'y aurait pas que le petit réseau des parents, qui n'est pas toujours énorme. On pourrait trouver des professionnels dans tous les secteurs, parce que bien sûr, tous les secteurs sont représentés. Et puis là, il y aurait vraiment des stages très intéressants pour les jeunes. Rien que ça, en positif ou en négatif, ils pourraient déjà un peu cheminer. Vous savez combien de personnes vous avez accompagnées depuis 13 ans? Non, des centaines. Bah, j'imagine. Des centaines. Avec des belles histoires, j'imagine aussi. Des histoires merveilleuses. Généralement, les petits frères stimulent les parents, disant le grand, il a pu voir Annie, je veux y aller aussi. Et puis, c'est les cousins, c'est 99% de mes clients, c'est le bouche à oreille, bien sûr. Sur les adultes donc, qui cherchent cette fameuse reconversion, est-ce que vous avez des statistiques en termes de tranche d'âge? Oui, il y a 2 gros pavés, on va dire, les jeunes adultes, vraiment moins de 30 ans. Donc ça, c'est assez nouveau, c'est à peu près depuis 5 ans. Ils ont 28, 29, 30 ans et ils me disent déjà, c'est fini là, ça ne va pas être possible. J'ai fait des études, elles m'ont plu. Je rentre dans la vie professionnelle, là, ça ne va plus. Voilà. J'ai eu un exemple extraordinaire cet hiver, une jeune fille qui me dit, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous juste le lendemain de tel jour? Je lui dis, bien sûr. Elle me dit, voilà, parce que moi, je vais passer mon doctorat de pharmacie la veille, et je sais dès le lendemain que je n'exercerai plus jamais en pharmacie. Tous les stages que j'ai faits, ça ne passe pas. Donc elle passe en fait le doctorat par acquis de conscience, ouais. Alors qu'en fait elle sait que c'est pas pour elle. Non. Et là, elle est rentrée dans une école merveilleuse pour devenir maroquinière de luxe. Rien à voir. Rien à voir. Et elle est heureuse. Comment vous expliquez qu'on puisse suivre un cursus comme ça et mettre autant de temps pour se rendre compte qu'on n'est pas en phase? C'est le syndrome du bon élève. Le mauvais, celui qui est peu impliqué, il se prend un mur, il redouble, il change d'orientation, il est obligé. Et puis vous avez 10, 15, 20% de gens qui font le job. Ça ne me plaît pas, mais je continue. Et j'ai jamais raté un examen, donc je continue. C'est honorable, les parents trouvent c'est pas mal, donc voilà. Et à un moment, ça bloque. Est-ce que vous avez le sentiment aussi, Annie, aujourd'hui, que c'est fini le principe de
s'engager dans des carrières longues, en tout cas en s'imaginant que c'est une carrière longue. C'est fini ça. Ouais. Tout le monde fera 2, 3, 4 jobs dans sa vie. Ouais. Les sociologues disent qu'actuellement, la génération de nos enfants feront au moins 3 métiers différents, mais complètement différents. Donc effectivement, quand j'accompagne les jeunes dans leur orientation, je leur dis, là, on travaille sur le premier métier. Et épanouissez-vous pendant 2 ans, dans 5 ans, et puis le jour où vous en aurez fait le tour, vous passerez à autre chose. C'est pas grave. D'où l'importance aussi de la formation continue des adultes pour toujours continuer à être stimulés, découvrir des nouvelles choses. Il y a beaucoup de centres de formation d'adultes, de reconversion et de choses comme ça. Quel argument vous avez comparativement à ce qu'eux proposent? En fait, il faut savoir quoi choisir comme étude. Et puis, quand on est un adulte, faire des études, c'est compliqué. Hein. On ne peut pas s'arrêter 2 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, il faut que ça s'intègre à notre vie personnelle. Et il y a toujours des solutions. On en trouve toujours. Il y a des cours du soir, il y a le CNED, il y a beaucoup de choses. Ouais. Ou alors, ça peut être un choix de dire ce métier m'aurait plu, mais les études sont trop longues, je ne le ferai pas. Alors, vous dites aussi quelque chose qui est très intéressant. 50% de votre activité se fait avec des Français expatriés à l'étranger. Absolument. C'est le hasard qui a fait qu'un jour, une maman en Allemagne m'a appelée en disant est-ce que vous pourriez accompagner mon fils? Et moi, j'étais persuadée que dans les lycées français internationaux, ils sont hyper bien encadrés. Et en fait, c'est pire qu'en France. Et donc, les expatriés parlent beaucoup entre eux. Et effectivement, en début de semaine, j'étais avec une famille à Sydney. Demain, j'ai une famille qui est en Allemagne encore. Enfin voilà, j'ai beaucoup de rendez-vous partout. Donc la petite minute de démarrage, c'est la météo, il fait combien chez vous? Et puis après, on continue. Voilà. Alors comment se déroule effectivement votre accompagnement? J'imagine qu'il y a une première phase il faut connaître, il faut se connaître. Bien sûr. Discussion, on échange. Le contexte familial, voilà, c'est ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, les dossiers. Malheureusement aussi. En fait, dans l'accompagnement des jeunes, il y a deux grandes familles. Il y a ceux qui peuvent tout et qui ne savent plus, du coup, quoi choisir. C'est ce que j'appelle un problème de riche, mais ça, c'est pire, parfois. Et donc, à un moment, il faut trier, il faut fermer des portes, et c'est douloureux. Et puis, il y a les problèmes de pauvres, entre guillemets, où les jeunes ont décroché, n'ont pas été intéressés, pour plein de raisons, et le dossier ne révèle pas du tout leur valeur. Donc il y a aussi une phase de revalorisation de l'estime de soi, parce qu'on le voit dans les tests, il y a vraiment des jeunes qui sont extraordinairement brillants, mais qui ont baissé les bras et qui ont un dossier effroyable. Et cette phase de revalorisation d'estime de soi, elle se présente de quelle manière? Vous la faites sous quelle forme? Ce sont des tests. Et il y a beaucoup de tests, notamment canadiens. Là-bas, ils cherchent vraiment à développer l'estime de soi, mais pas que par rapport aux matières enseignées. C'est ce qu'on appelle les soft skills, toutes ces qualités humaines, savoir travailler en équipe, être bienveillant, être créatif, etc. Ça a de la valeur aussi. Dans le monde du travail, on l'achète. Il n'y a pas que la dissertation en français. Et ça, c'est tout le problème de l'enseignement en France, où est-ce qu'on cherche par notre enseignement à développer la créativité, l'imagination, ces soft skills, ou on cherche juste à vérifier la bonne mémoire des élèves? Et là, c'est ça le problème. Je pense que c'est ça. Voilà. Est-ce que vous êtes confiante par rapport à cette génération des 15-20, on va dire? Est-ce que ce système éducatif qui est souvent très décrié, alors il ne s'agit pas d'accabler qui que ce soit, mais il y a une réalité qui est là quand même, et on sent bien que les professeurs ont du mal, que les enfants sont de moins en moins motivés. Vous savez, sur le site du ministère de l'Éducation nationale, il y a un truc chaque année qui paraît, qui est très intéressant, qui s'appelle l'Europe de l'éducation. Et donc, on voit dans les autres pays ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien. Et il se trouve qu'en France, on est le pays où les profs passent le plus de temps à réclamer le calme. Donc, on se dit, c'est ou le fond, ou la forme, ou les deux, mais il y a un truc qui ne doit plus matcher. Voilà. Et quand j'accompagne ces jeunes à l'étranger, mais le lapsus est tout à fait... souvent, il n'y a pas toujours des lycées français, donc ils vont dans des systèmes anglo-saxons. Et là, ils me disent, mais d'abord, je choisis toutes les matières. Je peux mélanger architecture avec de la chimie sans la physique, mettre de la bio, mais pas de l'espagnol ou je ne sais pas quoi, et ils sont heureux. Voilà. À l'intérieur de chaque matière, on peut choisir niveau faible, moyen ou fort. Ils sont toujours à la bonne place. Voilà. Et il y a énormément de travaux de groupe, d'exposés, de choses très concrètes. Et bizarrement, ça se passe toujours très bien. Est-ce que vous avez des enfants qui sont prédestinés à des professions artistiques pures? Beaucoup.
Ouais. Beaucoup, et eux, ils sont très très malheureux dans l'enseignement français. Ouais, très très malheureux, parce que cette dimension artistique, ce côté fulgurance, créativité, on leur dit merci de rentrer dans un moule. Donc il y a un bac technologique qui est en lien avec les arts appliqués, peu connu, pas beaucoup de classes, donc difficile d'accès, et voilà, donc c'est pas simple, non, c'est très simple. Toutes les fortes passions sont compliquées. Le sport, la musique, les arts, j'en fais quoi comme métier? Où est-ce que je peux le vivre? Est-ce que je peux l'allier avec un métier? Et ça, il y a des choses où il faut faire des deuils. J'ai accompagné un jeune homme qui était champion de France à son niveau junior de saut à la perche. Bon, le saut à la perche, ça ne paye pas beaucoup. Hein, c'est sûr. C'est pas footballeur. Donc, il sait qu'il ne pourra pas en vivre. Il va falloir trouver autre chose. Mais il y a aussi peut-être des activités connexes à cette discipline-là qui peuvent éventuellement se rapprocher. Bien sûr. Et donc, là, par exemple, pour le sport, je leur explique que le sport, c'est ou la pratique, mais même le plus grand des champions, ça s'arrête à 30 ans, 35 ans, ou alors un secteur d'activité. On peut travailler pour un équipementier, pour un distributeur, pour une marque, pour une fédération. Et là, on peut faire plein de métiers différents. On peut être dans le marketing, la communication, le commercial. Et là, on peut du coup rester dans ce secteur qui nous plaît tant. Sur ces adolescents, et j'ai tout de suite en fait la réflexion de l'adolescent et de la discipline. Quand on en parle à l'école ou dans les établissements scolaires en règle générale, on voit bien que les professeurs sont souvent dépourvus et que c'est vraiment une catastrophe parfois. Cette discipline, est-ce qu'un adolescent qui vous consulte, vous pouvez trouver des axes d'amélioration dans son comportement parce qu'il sait du coup, depuis qu'il est en contact avec vous? En fait, je leur explique un truc tout simple, c'est la différence entre les satisfactions immédiates et les satisfactions différées. Satisfaction immédiate, j'ai envie de faire une blague à mon voisin dans le cours, je le fais, ça m'amuse et je suis vachement content parce qu'il est en train de rigoler. Ça, je fais le truc, même si j'ai un élément négatif après. Mauvais commentaire du prof, colle ou je sais pas quoi. Et à côté, je leur explique qu'il existe des satisfactions différées, ça me fait pas plaisir de me taire peut-être là à l'instant parce que vraiment ma blague était très très bonne. Mais si je reste dans le silence, si j'écoute bien le prof, peut-être je comprendrai mieux la leçon, j'aurai un meilleur commentaire dans mon bulletin, et dans 1 an, dans 2 ans, dans Parcoursup, je pourrai acheter la super école qui va m'éclater. Et ça, ils ont beaucoup de mal à se projeter vers l'avenir. Alors je leur explique qu'il y a un jeu aussi à jouer. On est dans une société et il y a des choses à respecter ou pas. Après, ils choisissent, c'est leur vie. Mais la plupart des parents me disent que vraiment le comportement de leurs enfants change beaucoup après un bilan. Énormément, énormément. Quelles sont les tendances professionnelles, c'est-à-dire les métiers, en tout cas les secteurs d'activité qui sont le plus en vogue? Beaucoup d'ingénieurs. Franchement, beaucoup d'ingénieurs. Et puis surtout, j'essaye de pousser les filles vers les métiers scientifiques. Cette réforme du nouveau bac a coupé les filles des maths, ça a été dramatique. On est en train de remonter un petit peu la pente. Aujourd'hui, on sait qu'on a perdu des milliers de jeunes filles ingénieurs parce que les maths n'étaient plus enseignées dans le bac général. Et le but du jeu, c'est vraiment de rééquilibrer sur certains métiers le côté homme-femme. Quand on voit que l'intelligence artificielle est développée à 99% par des hommes, il y a un paradigme masculin. Or, il faut que ce genre d'outil soit représentatif aussi de l'autre 50% de la population. Qu'est-ce qui fait rêver encore donc ces ados en général? Ce qui fait rêver, c'est vraiment le concret. C'est en général souvent un effet repoussoir des parents. C'est je veux pas être comme papa et maman, je les vois pas. Ah ouais. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Je leur demande, ils font quoi comme métier, vos parents? Certains sont incapables de me l'expliquer. Je leur dis, vous avez déjà discuté? Ils me disent, ouais, mais 3 fois, 4 fois, je ne comprends pas ce qu'ils font. Voilà. Et donc, ils me disent, moi, je veux des projets, un début, une fin, un truc dont je sois fière. Et tous ces fameux métiers, ces nouveaux métiers dont on parle et dont on fait partie, les YouTube, tous ces métiers sur les réseaux sociaux, les influenceurs, il y a des ados qui vous disent vouloir faire ça? Oui, avec bien sûr la nécessité pour moi de les alerter sur le côté rare de pouvoir en vivre. Il y a combien de youtubeurs qui en vivent aujourd'hui? Il y a des métiers où on sait qu'il va falloir être excellent pour performer. D'autres, il y a tellement de postes que tout ira bien. Donc ça aussi, ce rapport au monde professionnel, il y a beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup de place, c'est très sélectif ou pas, je leur en parle, à eux de jouer. Est-ce que vous préconisez
des séjours, en tout cas un travail à l'étranger, peut-être aller s'expatrier? Ouais, beaucoup, beaucoup, Ah oui? beaucoup. Dans les pays du nord de l'Europe, ils sont obligés de faire une année de césure juste après le bac. Ça leur apporte des points en plus et puis ça leur permet de souffler après tout le lycée. En France, les parents, la plupart des parents, ont la trouille que les enfants arrêtent leurs études, qu'ils n'auraient plus du tout envie de reprendre des études après une année de césure. Et en fait, l'expérience montre que c'est exactement l'inverse. Ils reviennent un peu nourris d'autres choses, ils ont vu d'autres pays, d'autres civilisations, des gens peut-être moins favorisés que nous, et ça a complètement un autre sens après ce qu'ils font. On est un pays favorisé sur le plan scolaire et éducatif? La réponse est oui et non. Oui, parce qu'il y a énormément de formations gratuites. Voilà, chez nous, les universités, les IUT, il y a énormément de choses gratuites. On peut vraiment faire des formations de très très bonne qualité sans dépenser beaucoup de sous. C'est d'ailleurs un des éléments que je prends en compte dans le bilan, c'est la capacité financière des parents. Et à côté, il y a toute la limite de ce côté très vieille France, où globalement en France, on aime surtout les neurones et pas les mains. Et ça, le problème, c'est qu'il y a trop de formations qui ne mènent à rien. Alors, on est sur une belle stimulation intellectuelle, mais il y a des facs philo, sociaux, lettres. Si on ne veut pas être le prof de la matière en lien avec ça, on fait quoi avec ça? Je ne sais pas. Et en tout cas, la première entreprise française reste l'artisanat. Oui, ce qui prouve bien absolument, qu'on a besoin de mains absolument. aussi. Et avoir besoin de mains ne veut pas dire ne rien avoir. Non. Ça n'a rien à voir. Quand on veut créer une entreprise, il vaut mieux faire une formation d'artisan qu'une école de commerce, puisque les artisans sont souvent à 50%, à un moment, ils basculent sur une création d'entreprise. 3% pour les écoles de commerce. Combien de temps dure votre accompagnement? Les 5 rendez-vous pour les jeunes s'étalent sur 2 mois à peu près. Et puis s'il y a besoin un dernier moment, de quelques aides au moment de Parcoursup, c'est avec grand plaisir. Pour les adultes, là c'est en 4 rendez-vous, c'est différent, on s'adapte aussi au contexte. Mais dans tous les cas, c'est vraiment l'objectif, c'est d'arriver à une conclusion, à des choses concrètes, des plans A, des plans B, des plans C, pour qu'à la sortie, on se dise, OK, si je veux avancer, je peux le faire, j'ai toutes les clés. Qu'est-ce que vous préférez entre les adultes et les ados? Les deux nourrissent complètement ma réflexion. Ah ouais, complètement, parce que tout ce que j'échange avec les adultes me nourrissent dans les conseils que j'apporte aussi aux jeunes et réciproquement. J'accompagne parfois des DRH, je leur dis attention, vous savez, les nouvelles générations qui arrivent, il va falloir les coacher différemment. S'adapter. Ouais, complètement. Ils sont dans l'instant, c'est une réaction désagréable, ils prennent leur sac et ils partent. Voilà. Et ça va être compliqué les prochaines années. On est clairement sur une bascule extrêmement importante en ce moment dans le monde du travail. Vraiment. En tout cas, c'est passionnant. On sent bien que vous maîtrisez le sujet, que vous avez le recul et l'expérience pour ça. 13 ans d'expérience, c'est ça. Et puis alors, vous êtes quand même l'incarnation de quelqu'un qui s'est orienté dans quelque chose qui n'avait strictement rien à voir. Absolument. Et qui a réitéré en plus de ça. Vous êtes trompé plusieurs fois. Bien sûr, et moi je crois beaucoup à la vertu de l'échec et du on tâtonne. Je prends toujours l'image de la boule de flipper, mais à la fin on arrive au bon endroit. Et ça c'est très anglo-saxon, c'est allez-y, trompez-vous, c'est bien, on apprend des choses. En France, on veut être excellent tout de suite au premier coup. C'est pour ça que les jeunes ne participent pas, ils n'osent pas se lancer sur un gros projet, ils ne veulent pas participer à tel exposé parce qu'ils se disent si je ne suis pas performant, ça va se voir. Et donc nous, on coupe un peu les ailes de nos enfants en France parce qu'on exige la perfection tout de suite. Or, on apprend tous dans la vie en tâtonnant et on finit toujours par trouver le bon chemin si on veut. C'est passionnant. Annie Daburon, si vous souhaitez évidemment avoir d'abord des renseignements, une reconversion, étudier peut-être cette fameuse reconversion, que ce soit pour vos enfants ou pour vous, votre vie d'adulte, parce que vous vous rendez compte qu'à un moment, le nombre de personnes qu'on reçoit ici qui se rendent compte qu'ils ne sont plus du tout en raccord avec leurs émotions, leurs ressentis, leurs désirs, c'est incroyable. Vous savez, ça a pour moi du sens d'être sur ABC Talk, cette chaîne de développement personnel, parce que c'est quoi le développement personnel? C'est être à la bonne place, se sentir équilibré, heureux, en phase avec les choses importantes pour nous. C'est exactement l'objectif des bilans d'orientation et des bilans d'évolution professionnelle. Est-ce que vous regrettez parfois d'avoir pris ces chemins de traverse avant d'en arriver à ce que vous faites aujourd'hui? Ah non, ça m'a apporté une richesse folle. Quel bonheur. Et je ne m'ennuie pas une minute, c'est ça qui est bien.
Merci infiniment, Annie. Merci, Marc. Merci beaucoup. Si vous souhaitez rentrer en contact avec Annie, vous avez tous les liens autour et toutes les références nécessaires. Merci à tous. Prochain index, je vais y arriver. Il suffit de cliquer sur les autres émissions. Salut. À bientôt.